Bonsoir, chers téléspectateurs. Merci de vous joindre à nous, encore une fois, pour votre émission Zoom sur. Ce soir, parlons. Nous avons une émission spéciale qui est consacrée au discours marquant prononcé par le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, lors de la 79e session de l'Assemblée générale des Nations unies à New York. En sa double qualité de président de la République de la Mauritanie, mais également président en exercice de l'Union africaine, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a livré un message ambitieux pour la Mauritanie et l'ensemble du continent africain. Dans un contexte mondial marqué par des difficultés et des crises, le président a réaffirmé l'engagement de la Mauritanie à jouer un rôle crucial, de premier plan également, dans la transition vers une économie verte et durable, tout en plaidant pour une plus grande unité et coordination des pays africains face aux défis du changement climatique, entre autres points que nous allons traiter ce soir. Nous avons avec nous M. Tarki Ould Sidi, qui est ancien ministre, ancien ambassadeur et également ancien membre du Conseil constitutionnel. Également avec nous M. Lassana Adama Kamara, qui est un ancien député de Sélibabi. Bonsoir messieurs et merci de vous joindre à nous pour cette émission. Alors ce soir, parlons du discours du président. Nous allons essayer de faire une lecture du discours du président et des différents points. Parlons principalement des engagements et priorités que le président mauritanien a annoncés dans son discours pour la Mauritanie et pour l'Afrique. Monsieur Tarki. Je voudrais tout d'abord vous remercier de m'avoir invité à cette occasion, ainsi que mon compatriote, ancien député. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le discours devant l'Assemblée générale des Nations unies de son Excellence, Monsieur le Président de la République. De même, ses autres rencontres, interventions à d'autres niveaux. J'ai eu à constater qu'il prenait beaucoup de contacts et qu'il a su rencontrer des personnalités d'importance, aussi au plan des Africains, au plan arabe et avec les autres nations du Conseil, des autres nations de l'Assemblée générale des Nations unies. Vous savez, quand on arrive, j'ai personnellement servi dans cette enceinte il y a quelques années déjà, mais ce sont des occasions qui ne sont pas offertes à tout le monde, parce que c'est là où vous pouvez sentir la réalité des problèmes et des situations que vivent les différents pays membres de l'Assemblée générale des Nations unies, parce que ça, c'est une rencontre annuelle très importante et chacun fait une intervention face à toutes les délégations. Et en même temps, l'occasion de multiplier les contacts avec des pays avec lesquels vous avez quelque chose en commun, mais également tant au plan politique, économique, culturel et autres. Et cette fois-ci, cette Assemblée générale, le président l'a abordée avec beaucoup de tranquillité, beaucoup de sagesse, parce que c'est un homme très habile. Et la Mauritanie a eu sa place, surtout qu'il avait la mission sa mission de chef de l'État de notre pays, mais également président en exercice de l'Assemblée d'exercice de l'Organisation de l'Unité africaine. Et c'est une période très difficile pour assumer ses responsabilités, naturellement avec tous les événements qui se sont produits et qui ne sont pas faciles à suivre, parce que c'est cette Assemblée générale s'est déroulée dans un contexte très difficile
au plan mondial avec l'affaire de Gaza, donc la guerre où les Palestiniens ont et continuent à souffrir. Et maintenant s'y ajoute le problème aussi du Liban, qui est un pays d'une fragilité traditionnelle connue et qui aussi a beaucoup souffert avec toutes les attaques menées par les forces israéliennes. Et surtout, face à cette situation, le chef du gouvernement israélien est tenace et tenait à continuer à bombarder des pays dans des conditions atroces et difficiles. Il y a eu naturellement le cas de la Palestine, donc de Gaza. Puis il y a eu, comme vous savez, l'assassinat de ce chef de Damas qui est allé en Iran. Et puis il y a eu la dernière attaque contre ce pays qui lui-même a une fragilité interne difficile. Et tout cela préoccupait tout le monde, à commencer par le chef de l'État mauritanien qui a pu prendre et parler avec de nombreux chefs d'État. C'est une occasion de pouvoir... Donc ce discours vient dans un contexte assez... Et il sait le faire avec beaucoup de calme, de politesse. Et je crois que c'est la meilleure façon de véhiculer son message et ses préoccupations. Donc, M. Camara, vous rejoignez un petit peu M. Tarki concernant le contexte dans lequel ce discours a été prononcé et également, disons, le tact du président de la République aujourd'hui face à la situation dans laquelle, la situation mondiale dans laquelle nous vivons. Je vous remercie, Indé, et je remercie la télévision mauritanienne de me donner l'occasion d'être là. J'ai encore l'honneur d'être en face de moi le doyen, ces citoyens qui ont servi dans des conditions difficiles la diplomatie du pays, qui est en face de moi, c'est un très grand honneur. Pour parler du sujet, effectivement, déjà, je parlerai toujours sur le contenu du diplomate. Nous avons déjà une chance, c'est que le chef de l'État est de nature pondérée. On pouvait s'en sortir du sujet depuis son accession en 2019. Il y avait à l'époque des tensions politiques. À son arrivée, on est revenu, ces tensions sont revenues à un niveau assez bas, où les citoyens se parlent, il y a un climat de décrispation. J'ai envie de dire, pour ne pas faire du mauvais français, la diplomatie a commencé depuis la gouvernance, depuis ses premières années. Le climat d'apaisement, l'ouverture, l'écoute de l'autre. Je pense que c'est sans surprise que cette personnalité, quand elle va défendre l'intérêt de la Mauritanie, parler au nom de la République islamique mauritanienne, à fortiori de l'Union africaine, qu'il ait un langage, comme l'a dit le diplomate, assez pondéré, d'écoute, de respect, qu'il impose le respect carrément vis-à-vis de ses confrères. Et pour ne pas m'éloigner du sujet, c'est que l'Assemblée générale, la 79e Assemblée générale a été l'occasion pour le président de parler au monde, et notamment sur des sujets que le diplomate vient de dire, les conflits, que ce soit en Libye ou au Yémen ou autre, la position de la Mauritanie est assez claire. Et pour commencer par une condamnation très claire du comportement génocidaire de l'État d'Israël contre le peuple de Palestine. C'est des positions très claires que le chef de l'État a eues sur le plan de la diplomatie et de la relation internationale. Mais autour de cette assemblée, il y a eu deux structures qui ont quand même attiré l'attention. C'est que le chef de l'État était dans une structure qu'on appelle le Haut Comité des chefs d'État et de gouvernement sur les changements climatiques, qui était justement dirigé par le président kenyan, William Ruto.
Et le président, en tant que président de l'Union africaine, a participé à cette réunion. Et dans son discours, dans sa participation dans cette réunion, a quand même surtout mis l'accent sur le développement de l'énergie propre, l'économie, notamment l'hydrogène vert. Et le président n'a pas manqué de dire dans ce côté que la Mauritanie, avec ses côtes, avec cette nature que Dieu nous a donnée, avec des vents importants, un ensoleillement important, que la Mauritanie donne les conditions pour développer l'hydrogène vert et que la Mauritanie est prête à donner cette énergie en cas d'excédent aux frères africains et même pourquoi pas au monde extérieur dans le cadre de sa participation à la réduction des émissions à effet de serre, de CO2 en particulier. Et à côté, il y a eu aussi le sommet, un mini-sommet qu'on appelle le sommet du futur. Et là, le président de la République a assisté. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Et qui ont quand même recadré un peu autour de l'Assemblée générale, qui a eu 2 interventions clés autour de l'Assemblée générale et qui nous ont porté honneur, en tout cas en tant que Mauritaniens, vu de loin. Pour l'instant, je vous laisse continuer. Nous parlons aussi des défis majeurs aujourd'hui. Vous avez parlé du changement climatique, de l'énergie verte aujourd'hui et tout ce que la Mauritanie aujourd'hui est prête à partager avec ses voisins, mais également vu le statut aujourd'hui du président de la République à soutenir ses frères africains, mais également ses frères arabes. Aujourd'hui, parlons aussi de l'engagement de la Mauritanie, hormis ces 2 points. L'engagement, il est assez clair. D'abord, du point de vue du changement climatique, c'est clair. C'est que nous sommes à la pointe, nous voulons être à la pointe du développement de l'énergie, de l'économie verte. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons une côte, plus de 750 km de côte atlantique, avec des courants, des vents favorables à l'énergie éolienne, et avec une situation sécuritaire déjà stable. Et nous sommes déjà, le président de la République appelle le monde, et en particulier les Africains, à se joindre à la Mauritanie pour une production en masse et en quantité de cette énergie. Donc, pour dire que la Mauritanie est à la hauteur aujourd'hui de cet engagement-là, de son engagement. Parfaitement, et d'ailleurs, c'est l'une des priorités numéro 1 aujourd'hui. Et je pense que nous le dirons par la suite. Nous participons carrément, si vous voulez, l'énergie que nous consommons. Nous avons déjà 48%, sans anticiper, d'énergie propre dans ce package de 100 kW d'électricité que nous consommons. Ça veut dire que déjà, sans le développement de l'énergie verte, on est déjà bien avancé. Parce que sur 48% sur 100, 48% d'énergie propre déjà sur les parcs éoliens et autres solaires qu'on a, l'énergie verte nous amènera forcément à produire énormément d'énergie verte qui permettront même d'aider certains pays africains à côté qui ont un déficit énergétique. Monsieur Tari, revenons sur la question diplomatique aujourd'hui, l'ambition de la Mauritanie qui reflète aujourd'hui, enfin c'est une grande ambition, qui reflète aussi l'ambition diplomatique de la Mauritanie sous la présidence de l'Union africaine aujourd'hui. Parlons de cette ambition-là, de cet engagement de la Mauritanie vis-à-vis du continent africain, mais également de ses frères arabes. En ce qui concerne l'engagement de la Mauritanie vis-à-vis de l'Union africaine ou vis-à-vis de la Ligue arabe, ce sont des constantes de la politique étrangère de la Mauritanie depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Il est vrai qu'avec le président Ghazouani a donné beaucoup de force dans cette ère et le fait à ce moment précis présider l'Union africaine, ce n'est pas une chose, c'est un fardeau qui n'est pas facile à porter, mais quand vous avez un homme qui a un certain nombre de qualités pour être en mesure de rapprocher les uns et les autres, et ça c'est important dans une organisation comme l'Union africaine, comme d'ailleurs dans le cadre des Nations Unies, l'Assemblée générale est une occasion pour tous les pays de faire entendre leur voix, de rappeler leurs priorités de toute nature, quelle qu'elle soit,
et de faire appel à un monde qui accepte d'être une force pour tout le monde et non pas une division qui n'est pas acceptable. Et l'Afrique a tout intérêt à aller dans ce sens-là, plutôt que de mener les uns et les autres une certaine politique qui n'a pas un objectif. Et sur ce plan-là, nul doute que le président Ghazouani a déjà donné la mesure de sa force dans ce domaine et qu'il est en bon terme, ce qui déjà est quelque chose avec tous les chefs d'État africains et au-delà de l'Afrique avec le monde arabe et au-delà du monde arabe avec l'Europe et avec les autres nations comme l'Amérique latine, etc. Et ça, c'est important lorsqu'un pays réussit à avoir ouvrir un dialogue, un rapprochement avec toutes les composantes sans entrer dans un système où c'est l'usage de la force, où ce sont les querelles autour de telle ou telle question, etc. Les Nations Unies sont faites pour ça, précisément. Et je crois que le président Ghazouani a joué la carte que la Mauritanie se doit de jouer comme un médiateur entre les uns et les autres, et surtout lorsque les conditions du monde sont nous vivons justement dans une époque où le monde est très divisé et qu'il y a beaucoup d'événements douloureux comme ce qui se passe à Gaza, les Palestiniens, où on tue les enfants, leurs mères, leurs pères, etc. Où après, maintenant, c'est ce pays qui avait la réputation d'être un pays de tout le monde et qui vient d'être bombardé dans des conditions atroces et qui continue parce que le chef du gouvernement d'Israël a tendance à aller de l'avant pour détruire. Surtout, il ne parle pas de paix, mais il parle de guerre. Et ça, la Mauritanie était capable de mettre sa voix dans ce domaine, dans le cadre d'une organisation aussi importante que l'Union africaine ou que les Nations unies. Le dialogue n'est pas si simple, mais il faut s'adapter et avoir la patience d'écouter les uns et les autres et essayer de rapprocher les uns et les autres. Malheureusement, ce n'est pas tout le monde qui a décidé de faire ce choix. Mais en tout cas, en ce qui concerne... Mais la Mauritanie aujourd'hui, quand même, par la voix du président, a exprimé quand même ses positions claires vis-à-vis du conflit, naturellement, des crises, que ce soit en Afrique, c'est la tradition, en Moyen-Orient. C'est la tradition de rappeler les forces de la politique étrangère de tel pays, dans tel domaine, etc., pour apparaître comme un homme, comme un pays qui recherche la paix, la coopération avec les autres nations, en dépit des événements qui ne prouvent pas et qui ne favorisent pas la paix du monde et le rapprochement entre les nations. On peut également dire que par ce discours aujourd'hui, le président quand même a affirmé ses positions, que ce soit en Afrique, que ce soit au Moyen-Orient, mais également ses engagements vis-à-vis de ces pays-là. Oui, carrément. Le président de la République a, comme je le disais tantôt, a défini que le principe diplomatique qui régit la Mauritanie avec le souverain, c'est la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays, c'est-à-dire les règles de bon voisinage. Ça se voit très clairement quand on mesure un peu le temps qui est passé sous la gouvernance du président de la République. À part de tous nos voisins, du Maroc à l'Algérie, au Sénégal, au Mali, la Gambie, la Mauritanie est en bon terme avec tous ses voisins. On est très loin d'époque où, sur un petit sujet, la paix, la solution, le président de la République applique carrément le principe de non-ingérence
et avec une capacité d'écoute. Et on se souviendra d'ailleurs, à un moment donné, quand le Mali a connu ce changement constitutionnel et qui a été blacklisté par la CEDEAO, le président de la République a tenu compte des intérêts du peuple malien, a ouvert nos ports au Mali, qui est un peuple frère, pour ne pas voir le peuple agoniser à cause des décisions politiques. C'est dire le caractère assez ouvert du pays, du président de la République. Et ce n'est pas par hasard, comme l'a dit le diplomate, qu'il est à la tête de l'Union africaine. D'autant plus que, je pense, sous votre contrôle, c'était le tour du Nord. Et à cause de la personnalité consensuelle du président de la République, le choix s'est porté par les frères du Nord pour présenter la Mauritanie, encore une fois, comme président de l'Union africaine. On se rappelle qu'on a été président de l'Union africaine il n'y a pas longtemps. C'était sous l'Ancien Régime, et que moins de 10 ans après, qu'on soit encore président de l'Union africaine une deuxième fois, ça relève peut-être du miracle, mais ça relève aussi carrément de sa personnalité. Parce que le Maghreb ne pouvait pas s'entendre, le président de la République était la seule personne qui faisait l'unanimité au niveau pour que le groupe du Nord propose, je parle sous votre contrôle, le président de la République comme président de l'Union africaine. C'est toujours lié à sa personnalité, à sa pondération, à ses relations assez cordiales avec la Tunisie, le Maroc. On n'a pas de problème a priori avec aucun voisin. Quels sont aujourd'hui les principaux disons, engagements que le président mauritanien a annoncés dans son discours concernant la réalisation des objectifs de développement durable en Mauritanie? Oui, comme je le disais tantôt, c'est que nous sommes un pays qui a été félicité dans le rapport des Nations Unies en 2024 par rapport à l'atteinte de certains objectifs dans le développement durable. On n'est pas les meilleurs, mais parmi les meilleurs en 2024, le rapport est très clair. Et dans ces ODD, comme on dit, cet agenda, il y a aussi la gouvernance. Le président a décliné au niveau de ce discours que la Mauritanie, on peut le confirmer, a pris le chemin un peu de la démocratie, le renforcement de la justice, le renforcement des institutions un peu, la lutte contre la pauvreté, et notamment mettre les conditions pour la jeunesse, c'est-à-dire tout ceci rentre dans le cadre des objectifs de développement durable, certains axes, et notamment une lutte sans merci contre la corruption et la gabegie. Tous ces éléments sont des éléments qui rentrent dans les axes des objectifs de développement durable, c'est-à-dire la bonne gouvernance, le caractère démocratique du système, etc. Donc, le président a également évoqué des initiatives comme l'état de droit, la démocratie, le pluralisme, la liberté d'opinion. C'est des éléments qui ont été complètement... Et notamment, une volonté de lutter contre l'esclavage avec ses séquelles. Et pas seulement, certaines branches de la société, il y a eu des plans importants pour permettre à nos citoyens qui n'ont pas assez de ressources de vivre un peu de la richesse nationale. On se souvient qu'après le Covid, il y a eu des plans, des masses importantes qui sont destinées aux couches les plus vulnérables. Et ça continue. On a une institution comme Toazour, exactement, qui sont là pour ne pas oublier une partie importante de la société. Donc, dans ces objectifs de développement durable, il y a aussi ces paramètres de justice, d'équité, de renforcement de la justice, de la démocratie. Tout ceci a été décliné dans le discours du président de la République. Et notamment aussi le développement durable, c'est-à-dire la lutte contre la pollution, c'est-à-dire en développement l'énergie verte et puis l'éolien, c'est toujours des axes du développement durable, des objectifs de développement durable qu'il a déclinés. Monsieur Tarki, le président a parlé je le disais avec Monsieur Camara, de consolider l'état de droit, la démocratie et le développement durable aussi en Mauritanie. C'est quand même des initiatives qui sont des réformes, des initiatives qui sont assez fortes. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire aujourd'hui? La Mauritanie est comme à un stade assez avancé. Et pour être un exemple aussi pour des pays voisins, aussi à l'international, et de faire qu'elle représente qu'elle a pu faire quand même un discours assez fort, et que ces objectifs-là, ces initiatives-là, est-ce que c'est vraiment nous sommes capables de le faire? Je crois qu'au plan interne, le président Ghazouani a eu l'intelligence
d'innover dans le domaine social avec ce programme de Ta'azur qui permet à des gens nécessités ou dans une certaine pauvreté de pouvoir bénéficier de l'aide de l'État et de pouvoir rapprocher les populations de l'administration pour que l'administration soit à l'écoute quasi quotidien des populations, de leurs besoins et des difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et ça, c'est très important. Maintenant, nous parlons de la jeunesse. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour la jeunesse pour éviter qu'elle nous échappe, pour aller dans des pays où on n'aura que des difficultés. Et c'est important. Je crois que là aussi, il y a des efforts louables qui ont été pris et qui vont, je crois, s'amplifier pour éviter que les jeunes Mauritaniens, qu'ils soient diplômés ou pas, puissent rester dans leur pays et pouvoir contribuer au développement de leur pays et se construire eux-mêmes. Et ça, c'est aussi des innovations qui sont là, que ce soit dans le domaine scolaire, que ce soit dans le domaine industriel, que ce soit dans le domaine de l'art, etc. Il y a des innovations nouvelles sur lesquelles on met un accent assez constaté d'ailleurs par tout le monde. Et ça, c'est une des forces justement de la politique du président Ghazouani, d'avoir inclus justement ces préoccupations qui sont essentielles pour la population mauritanienne, pour l'avenir de notre jeunesse. On ne peut pas laisser notre jeunesse aller à droite et à gauche contre des difficultés, sauter des murs, etc. Ce n'est pas acceptable. Il faut donc essayer de retenir notre jeunesse et les gens qui sont allés faire de longues études, qui lorsqu'ils arrivent dans leur pays, ils n'arrivent pas à trouver l'emploi qu'ils souhaitent et pour lequel ils ont été formés. Je crois que sur ce plan, dans le domaine scolaire également, c'est très important, le scolaire, dans le domaine agricole, ce sont des choses extrêmement importantes qui ont été innovées. Et c'est tout cela que le président et sa délégation se devaient d'expliquer à leurs interlocuteurs pour prendre la mesure de ce que fait la Mauritanie et quelle est son importance et par rapport à sa population, quel est l'apport. Et l'apport, il est réel. Parce qu'aujourd'hui, on distribue des aliments aux populations par le programme Ta'azur. Et ensuite, on leur donne des terrains dans lesquels ils peuvent construire, s'ils veulent eux-mêmes, ou l'État lui-même essaye de leur construire des choses. Il y a l'enseignement, où il y a des efforts extrêmement importants amenant à rapprocher les enfants entre eux sans qu'il y ait plus de différence. L'école républicaine. Ça, c'est, oui, l'école publique. Mais pas seulement l'école publique, mais l'école privée est obligée de suivre. On n'a pas le choix. Et donc, il y a beaucoup d'innovations qui ont été faites. Et je pense que sous ce mandat, d'autres apparaîtront. Et c'est cela qu'il faut expliquer à ses interlocuteurs, non seulement à ses interlocuteurs étrangers, amis qui nous soient proches comme l'Afrique ou comme le monde arabe, ou vers les autres aussi, leur expliquer ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons et quels sont les objectifs. Et ça je crois que le président Ghazouani est en pleine capacité de le faire. Et déjà, beaucoup de gens le savent. Et ça, c'est très important parce que souvent, on faisait des choses, mais on n'en parlait pas. On était muet. Moi, j'ai servi aux Nations Unies.
tout ce qu'on faisait, on ne le disait presque pas par modestie en réalité, mais chaque pays se doit d'annoncer ce qu'il a fait, quels sont ses problèmes. C'est ça l'utilité justement de l'Assemblée générale des Nations unies et de tous ces organes qui en même temps travaillent sur les mêmes problèmes. Et le monde aujourd'hui, le monde se rapproche. Malheureusement, il y a des zones de guerre qui sont atroces. Il y a des pays qui ne jouent pas la paix du monde. Et il faut les amener à la raison. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça à tuer des populations, à tuer des pays, à les priver sans qu'on rappelle à l'ordre, surtout quand on voit un chef de gouvernement aux Nations Unies à New York en train de prêcher la guerre. Pour la guerre, on va continuer, on va tuer, on va ceci, on va sortir. C'est inacceptable. C'est une tribune de paix et de rapprochement. C'est pas une tribune de guerre. Et quand on va là-bas, c'est pour annoncer de bonnes choses et non point prévoir des malheurs. C'était une manière de se défendre ou de défendre un petit peu sa cause. Oui, mais il faut... Je crois que le président Ghazouani est en capacité de le faire et qu'il l'a déjà fait et qu'il continue à le faire. C'est ce qui fait justement qu'il bénéficie d'une bonne, aussi bien à l'intérieur de la Mauritanie qu'à l'extérieur. C'est un homme paisible, tranquille, ouvert. Et donc ça, c'est très important pour un chef d'État d'un pays, parce que ça, c'est le drapeau du pays. Quand on voit un pays qui se comporte de la sorte, que voulez-vous lui dire? Il n'annonce pas la guerre, il n'annonce pas des attaques contre tel ou tel, et ça, c'est très important. Parmi aujourd'hui les défis et les réformes dont le président a parlé, il y a la dette aussi et la gouvernance économique et financière internationale. Le président en a parlé et il a identifié pour le continent africain et même proposé des solutions. Oui, le problème de la dette demeure. Il demeure pour tout le monde, pour les pays africains en particulier. Il demeure pour d'autres pays. Et ce problème, il faut le régler d'une manière ou d'une autre, dans lequel les peuples qui essayent des efforts louables ne peuvent pas respirer. Si on doit demeurer toujours sous le poids de la dette, on ne peut rien réaliser. Et ce sont les populations qui sont déçues, et après ce sont les problèmes. Et ça, il faut qu'on le comprenne. La tribune des Nations Unies est faite pour ça. C'est fait pour que justement les gens viennent s'expliquer et éventuellement innover, que chacun rapporte ce qu'il peut rapporter pour que les nations se rapprochent, qu'elles soient davantage en paix, plutôt que de s'éloigner et de se faire les guerres de destruction comme on assiste maintenant. Des pays qui ont été détruits, comme le Liban, comme comme Gaza et aussi d'autres pays. Donc ça, je crois que le président Ghazouani est en capacité de convaincre sur ce plan-là. Et son choix comme président de l'Union africaine est une chance importante, à la fois pour l'Union africaine, pour nous, Mauritaniens, et pour lui. Je disais tantôt que le président a proposé des solutions pour le continent africain, pour sa dette, mais tout à l'heure nous avons déjà parlé des solutions que propose le président concernant le climat et les négociations internationales, mais pour la dette africaine, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Oui, le président de la République, plusieurs fois d'ailleurs, pas seulement au niveau de cette Assemblée, a demandé l'annulation de cette dette pour permettre, et d'ailleurs, si je ne me trompe pas de chemin, c'est que le deuxième sommet dont je parlais
le sommet du futur, qui a amené au pacte pour l'avenir, il y a deux axes. C'est-à-dire, c'est de ramener d'abord la confiance entre les États. Et le deuxième axe, c'est de renforcer la coopération et de revoir les modes de coopération. Et justement, dans ce chapitre, il y a cette problématique de dette qui est là, que la communauté qui est à l'origine de cet endettement nous enlève. Parfois, c'est un fardeau illégal et impossible pour des pays qui ont une bonne volonté de se développer. Le président de la République l'a souvent, dans plusieurs occasions, plaidé pour l'Afrique, pour l'annulation de cette dette. Surtout que ce n'est non seulement pas la dette qui nous étouffe, mais c'est les intérêts qu'on nous impose dans des conditions parfois difficiles, où les États africains étaient obligés, pour des raisons budgétaires, d'accepter sous certaines conditions, carrément pistolet à la tempe, accepter une dette, carrément sous contrainte. Mais aujourd'hui, que le sommet du futur dont on parle, le pacte de l'avenir, dit que s'il faut rétablir la confiance, revoir un peu les relations, la coopération internationale, c'est l'occasion de mettre au centre cette question du fardeau de la dette. Et je crois que le président de la République, à chaque fois, avant même ce sommet, le pose. Et c'est une priorité pour l'Afrique. On ne peut pas, comme l'a dit l'ambassadeur, se développer avec cette dette anormale qui est venue dans un contexte où, avec les programmes d'ajustement structurel à l'époque, ils ont profité de la faiblesse de nos économies pour nous imposer des dettes à des taux élevés. Et aujourd'hui, on voudrait faire le sommet du futur, le pacte de l'avenir, sans parler de l'annulation de cette dette. C'est un élément essentiel. Je crois que le chef de l'État, à chaque fois, le répète d'ailleurs, si on suit un peu ses activités diplomatiques, reparle toujours, comme d'ailleurs un autre sujet qu'on va effleurer, c'est la démocratie au niveau des Nations Unies, notamment la composition du Conseil de sécurité des Nations Unies, où il y a 5 pays depuis 70 ans et plus, ont des vétos. Aujourd'hui, le président de la République, par son chapeau du président de l'Union africaine, au nom de l'Afrique, a demandé que l'Afrique soit représentée, qu'on ait 2 éléments au Conseil de sécurité avec droit de vote. Parce que c'est ça qui nous permet d'être à la table et de s'opposer quand c'est des décisions qui sont prises contre les intérêts de l'Afrique pour y mettre un veto. Visiblement, ce n'est pas l'avis de certaines puissances. Ils veulent bien donner 2 places à l'Afrique sans veto. Ça n'a pas de sens. Dans ce cas, on devient carrément un membre. Mais 2 voix muettes. Donc l'importance, nous allons revenir tout à l'heure sur le sommet du futur. Parlons de l'importance justement de la démocratie au niveau des Nations Unies aujourd'hui, pour qu'on ait une tribune aujourd'hui, que ce soit en Afrique, même les autres pays. Hein. Mais c'est un objectif qui a toujours été recherché. Justement d'imposer cette démocratisation. Il y a les conséquences de la guerre. Et on est toujours là, qui ont permis à certaines nations d'avoir des positions privilégiées, alors que les autres continuent à subir, et de manière incompréhensible. Et ça dure. Et aujourd'hui, l'Afrique, qui est quand même un continent important et pour lequel appartient l'avenir d'ailleurs, ne peuvent pas continuer à regarder en voyant des pays qui ont le droit de veto poser leur veto à tout effort de progrès dans la recherche de l'égalité. Et ceci ne peut pas durer. Maintenant, ça y est, les Américains ont bougé. Ils acceptent qu'il y ait maintenant 2 voix, mais sans voix. C'est malheureusement, c'est triste. 2 voix sans voix, ça ne sert à rien. Vous avez la dernière session, quand il y a eu le vote sur l'admission c'était l'admission de quel pays? Mais il y a eu le veto américain. C'était l'admission des Palestiniens, de la Palestine. Et c'est les Américains qui ont bloqué par leur veto. Comment voulez-vous? Et ça continue. Et maintenant, ils ont lâché qu'il y ait 2 membres, mais sans veto. Sans veto. Muets. 2 membres muets. Aucune importance. Aucune importance pour l'Afrique. Et ça ne peut pas durer comme ça. Il faut que ça change. Sinon, le monde n'est pas le monde que nous vivons.
Et ça, c'est très difficile. Il faut beaucoup de négociations, beaucoup de force, beaucoup vraiment, il faut que l'Afrique et les autres continents qui ne sont pas membres puissent faire entendre leur voix. Il y a du travail à faire, se convaincre. Et une fois que ce sera fait, je pense que les choses bougeront. Ça ne peut pas rester. Il faut que deux États membres qui n'ont pas de droit de veto, la guerre s'est terminée depuis. C'est fini. Le veto correspond à quoi? C'est fini. C'est dépassé maintenant. Et parlons du sommet du futur. Quelle importance aujourd'hui ce sommet-là, ce sommet du futur, ce sommet de l'avenir pour l'Afrique, pour la Mauritanie aujourd'hui? Oui, ce sommet du futur, c'est justement, quand on regarde un peu l'intitulé de ce sommet, ça met en difficulté les puissances aujourd'hui dans la démocratisation au niveau du système des Nations Unies. On veut faire un futur nouveau pour la communauté internationale, où il y a plus de démocratie, et on ne veut pas donner le droit de veto à un continent africain qui a 1,4 milliard d'âmes. Oui, je ne sais pas si ce n'est pas le tiers de l'humanité qui n'a pas de droit de veto. Donc le sommet du futur, c'est comme je l'ai dit tantôt, c'était d'abord pour rétablir la confiance dans un premier axe, et dans un second pour revoir la coopération internationale. Or, cette coopération ne peut pas se faire dès lors qu'on discrimine un continent de 1,4 milliard sans droit de vote. Le sommet du futur ne peut pas aller. S'ils veulent moderniser pour les générations d'aujourd'hui et de demain, c'est d'ailleurs la charte de l'avenir, il va falloir que, y compris le fardeau de la dette, y compris ce droit au vote, au droit de vote pour les deux représentants d'Afrique, tout ceci, quand ils sont là, on peut parler de la charte de l'avenir. Sinon, ce n'est que des mots, encore des mots. Et des Nations Unies. Mais on n'est pas unis. Si tout le monde n'a pas le même droit. C'est la moindre des choses. Nous parlons également des mécanismes aujourd'hui. Nous avons parlé tout à l'heure des avantages ou davantage de ce que nous faisons, de ce que la Mauritanie fait pour la jeunesse, pour le développement durable pour la jeunesse en Mauritanie, mais également la gestion des affaires publiques en Mauritanie, qui est aussi un facteur très très important que le président a partagé aux Nations Unies. Carrément, et comme l'a dit le diplomate, le président de la République a exposé un peu ce qu'on fait depuis le renforcement des institutions démocratiques, mais sur le chapitre de la jeunesse, justement, pour parler carrément de l'adaptation de nos formations et de permettre, et en définitive, aux jeunes d'accéder à des postes de responsabilité, et c'est le cas. Et d'ailleurs, l'accession actuellement du président, l'un des thèmes majeurs de cette mandature, c'était de dire que ce sera le mandat de la jeunesse en particulier et des femmes. Et le président n'a pas manqué l'occasion de parler de cet élément pour dire que déjà, c'est pris en compte ici, dans le cadre de toujours la déclinaison des objectifs de développement, des axes des objectifs de développement durable, que la jeunesse est au centre un peu de l'action gouvernementale, en particulier sous le leadership du président de la République. Notamment les formations orientées à des emplois, à des travaux qui peuvent exister, où on ne peut pas faire des diplômés qui n'ont pas le travail qu'il faut. Je pense qu'il y a plein d'écoles professionnelles qui sont déjà en cours. Et je crois que très récemment, au niveau de l'agriculture, ils n'ont pas manqué de permettre à peu près pour 200 jeunes de monter des unités agricoles. Je crois que c'est l'occasion de le dire. Et ça, c'est orienté vers la jeunesse. Déjà, on voit les premiers engagements concrets, les engagements du président de faire de ce mandat un mandat de la jeunesse. Ça a été dit aux Nations Unies, mais on le voit aussi à l'intérieur du pays concrètement. Le président a également parlé des efforts de la Mauritanie pour promouvoir les libertés individuelles et les libertés collectives, ainsi que les droits de l'homme, qui est un point qui est très important pour la Mauritanie. Oui, il y a eu déjà des progrès, mais il faut qu'il y en ait d'autres aussi, pour que les gens se sentent vraiment libres d'initiative économique, par exemple, pour faire quelque chose d'utile pour tout un pays. Ils peuvent créer
les gens peuvent créer dans tel ou tel domaine. Il faut que cela apparaisse. Je crois que le fait de laisser le fardeau à un gouvernement seulement, mais le gouvernement doit être aidé par des éléments de jeunesse qui prennent des initiatives, qui montrent que la personne peut s'affirmer et contribuer de telle sorte à l'existence d'une jeunesse dynamique, etc., qui porte le drapeau et que le gouvernement doit soutenir en tout état de cause. À condition qu'il y ait des facilitations aussi de la part du gouvernement et pour soutenir un petit peu cette jeunesse-là et ces initiatives. Oui, bien sûr. Cette jeunesse-là, si vous ne la soutenez pas, elle n'existera pas parce qu'elle n'a pas les moyens de son existence. Le pouvoir doit faire en sorte qu'il mette à la disposition de cette jeunesse les éléments permettant de décoller, de s'affirmer et d'apparaître comme des éléments qui vont assurer vraiment le succès de la jeunesse et par là, bien sûr, de tout un pays. Si chacun reste recroquevillé dans son petit coin, on ne fera pas. Il faudrait que les gens aient des initiatives et que ces initiatives soient encouragées et qu'elles donnent des résultats. Et cela est possible. Il y a des pays qui l'ont fait, il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas le faire. Nous sommes une population modeste par rapport à d'autres, mais il faut, et puis il faut aussi expliquer à la jeunesse que certes les pouvoirs ont leur devoir de faire tout pour la jeunesse, mais il faut que la jeunesse le leur facilite. Il faut que la jeunesse démontre qu'elle est en mesure de créer, en mesure de soutenir les personnes âgées, de soutenir les gens handicapés, de soutenir les gens qui ont des besoins. Et tout cela, c'est un travail de longue haleine. Mais il faut le faire, il faut le commencer. Autrement, on va rester chacun dans son petit coin. Oh, tel il est malade, tel il n'a pas été soigné, tel n'a pas eu le alimentaire, etc., etc. Non, il faut qu'il y ait un effort qui sera ressenti par tout le monde. S'il n'est pas ressenti par tout le monde, ça veut dire qu'il n'existe pas. Et on voit parfois des femmes qui disent « Oui, ils ont donné, distribué de l'autre côté, moi, ils ne m'ont rien donné. » Est-ce vrai? Ou simplement ou une maladresse de ceux qui distribuent les aliments peut-être. Mais il faut savoir, il faut qu'il y ait des éléments clairs et nets pour que tout le monde se sente sur le même pied d'égalité. Sur le plan international, le président a insisté sur la nécessité d'une grande unité et coordination des pays africains dans les négociations internationales, notamment justement cette adhésion pour le droit de veto et autres au niveau de l'Assemblée, mais également sur le climat et aussi que nous soyons acteurs aujourd'hui clés de la lutte contre le changement climatique qui est un point très important parce que les pays africains subissent davantage. Donc, quelle est la position de la Mauritanie aujourd'hui face à ça? Franchement... Bon, je pense que dans le cadre du deuxième sommet dont je parlais tantôt avec le président kenyien qui est à la tête, William Ruto, il y a une initiative formidable qui a été faite déjà pour que les pays africains se retrouvent, s'organisent face aux doléances pour le changement climatique. Le président en parlait dans son discours et la première conséquence positive, c'était la COP 28 aux Émirats arabes unis, où l'Afrique a parlé d'une seule voix pour poser ensemble les doléances par rapport au changement climatique. Et le président, dans son discours, d'ailleurs, se satisfait que cette unité des Africains de parler ensemble et de coaliser ensemble pour parler aux grands pollueurs et aux nations riches qui sont à l'origine carrément de ces changements climatiques, il faut que l'Afrique parle d'une seule voix. Et notamment pour que ça soit exprimé en Azerbaïdjan pour la COP 29. Donc, le deuxième comité dont je parlais, qui était à l'échelle des chefs de gouvernement et des chefs d'État,
c'était pour coaliser, que les Africains soient unis face aux négociations sur les changements climatiques, les mesures d'adéquation, d'atténuation, les réparations, et notamment pour pousser un peu la communauté à respecter ses engagements. On se rappelle que la COP21 à Paris, il y a eu un engagement de plus de 100 milliards, si je me trompe, pour aider les pays victimes un peu de ces changements climatiques, surtout les pays du tiers-monde en particulier. Et malheureusement, les engagements n'ont jamais été tenus. Beaucoup d'engagements n'ont pas été respectés. Et le président en a respectés. parlé pour que, dans le pacte du futur dont on parle, que les engagements, quand ils sont pris, il faut qu'ils soient matérialisés par du concret. Peut-être même en faire une obligation. Une obligation pour quand même mériter un peu la charte de l'avenir qui a été signée par plusieurs chefs d'État en ce moment, en marge de l'Assemblée nationale des Nations Unies. Il ne faut pas que ce soit des discours, que ce soit dans Oui, malheureusement, c'est la tendance toujours. Alors, un dernier mot, nous sommes rattrapés par le temps avant de clore cette émission. Bon, nous, de toute façon, nous nous félicitons un peu de l'image que le président de la République donne au pays en acceptant d'être le président de l'Union africaine, déjà avec une année préélectorale, sachant que l'agenda va être encore fourni. C'est qu'il prend à cœur un peu l'intérêt de l'Afrique au-dessus de ses préoccupations personnelles. Un autre candidat au mois de février va dire, bon, les élections seront en juin, je ne veux pas encore le mettre dans un bourbier diplomatique, mais le président, quand on lui a proposé, a pris avec courage ses responsabilités pour prendre le chapeau de l'Union africaine, malgré des préparations électorales. Et nous, apparemment, nous sommes témoins, en tant que citoyens ordinaires, que nous sommes bien représentés par le président de la République. Monsieur Tari. Moi, je joins ce que vient de me dire mon frère. C'est la réalité. Azwani a été un chef d'État très dynamique et en même temps très modeste. Ce qui est très bien pour les populations et pour les gens quand ils sentent que le chef de l'État est à leur écoute et qu'il bouge et qu'il fait quelque chose et qu'il crée, c'est très bien. C'est une très bonne chose. Je crois que vraiment c'est un homme absolument remarquable. Maintenant, il lui reste un autre mandat qui lui permettrait peut-être de parfaire ce qu'il a commencé, parce que ce qu'il a commencé a été bien mené et très bien. Donc il faut le parfaire, ce mandat-là, et innover peut-être dans certains domaines, surtout par rapport à la jeunesse. Ça, c'est très important. Eh bien, merci beaucoup, Monsieur Tari Sidi, ancien ministre, ancien ambassadeur et ancien membre du Conseil constitutionnel. Merci de nous avoir accompagnés. Merci également à vous, Monsieur Lassana Adama Kamara, ancien député de Seli Babé. Merci beaucoup à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui nous ont accompagnés tout au long de cette émission. Bonne soirée.